Ils ont osé humilier un héros noir déguisé en SDF, mais la vérité va les détruire. Avant de plonger dans cette saga d'injustice et de révélation, si cette histoire vous révolte ou vous inspire, laissez un commentaire avec 1 et abonnez-vous pour ne rien rater. Si elle vous ébranle, mettez un pouce bleu pour soutenir la lutte contre l'injustice. Restez jusqu'à la fin. Un coup de théâtre explosif vous attend, et votre partage peut faire tomber des empires corrompus. Dans une salle d'audience étouffante de Detroit, Michigan, les rires moqueurs des officiers de police résonnaient comme des coups de fouet. Leur cible, Malcolm S. Okoye, un homme noir, pieds nus, vêtu de haillons crasseux, son odeur de sueur et d'essence faisant grimacer le jury. Regardez ce déchet africain, ricana un policier, il croit qu'il peut entrer ici comme chez lui. Ces insultes racistes, crachées avec mépris, visaient un soi-disant sans-abri, mais ils ignoraient qu'il était un général de l'armée américaine, infiltré pour démasquer leur corruption. La rage monta en Malcolm, une fureur brûlante contre ce système qui le réduisait à sa peau, qui osait le traiter comme un paria dans un pays qu'il avait servi. Chaque mot raciste était une blessure, un affront à ses médailles cachées sous ses guenilles. Ses yeux, sous sa capuche déchirée, scrutaient la salle, cataloguant chaque visage complice. Il était là pour Jalen Carter, un jeune noir accusé à tort, victime d'un complot raciste orchestré par des puissants. Malcolm, immobile, sentit sa colère se muer en une promesse silencieuse. Ces hommes, baignés dans leur arrogance, allaient en payer. Cette salle d'audience, théâtre de leur mépris, deviendrait leur tombeau. Sa mission, forgée dans une indignation incandescente, ne faisait que commencer, et Détroit allait trembler sous le poids de la vérité. Alors que les portes du tribunal de Détroit se refermèrent derrière Malcolm S. Okoye, l'écho des rires moqueurs des officiers et leurs insultes racistes, ce déchet africain croit qu'il peut jouer les héros, résonnait encore dans ses oreilles, alimentant une rage si intense qu'elle semblait faire vibrer l'air vicié du couloir. Cette humiliation, ce mépris déversé sur lui à cause de sa peau noire et de son apparence de sans-abri, n'était pas nouvelle pour Malcolm, un homme qui avait porté l'honneur de l'armée américaine dans des missions où la mort était une compagne constante. Mais cette fois, sa colère, forgée dans les cicatrices d'une vie de combat, n'était pas seulement personnelle, elle était un cri de révolte pour Jalen Carter, un jeune noir accusé à tort d'avoir attaqué un agent fédéral, victime d'un système gangréné par le racisme et la corruption. Malcolm, sous ses guenilles, n'était pas là par hasard. Il était un général infiltré et sa fureur était une arme prête à frapper. Dans une salle d'interrogatoire exiguë, éclairée par un néon vacillant, Malcolm, menotté pour l'apparence, observait les officiers avec une intensité glaçante. L'un d'eux, l'inspecteur Frank Rousseau, se pencha vers lui, un sourire narquois aux lèvres. « Alors, le clochard, tu crois que t'as ta place ici ?» lança-t-il, son ton dégoulinant de mépris raciste. « Les gars comme toi finissent d'âne toujours en tôle, c'est dans vos gènes. » Ces mots, crachés avec une arrogance typique des intouchables, étaient une lame plantée dans la poitrine de Malcolm. Il faisait écho aux innombrables fois où, malgré ses médailles, il avait été réduit à sa couleur de peau, dans les rues, dans l'armée, dans un pays qu'il avait juré de protéger. Ses poings se serrèrent sous les menottes, mais il garda un silence de prédateur, ses yeux noirs fixant Rousseau comme s'il gravait son visage dans sa mémoire. À l'intérieur, une fureur volcanique bouillonnait, une indignation si pure qu'elle semblait purifier l'air moisi de la pièce. Jalen, de l'autre côté du tribunal, était assis dans une cellule, le visage marqué par la résignation d'un jeune homme déjà condamné par les gros titres, menace urbaine, délinquant noir. Les officiers, dans leurs murmures, ne se gênaient pas. Ces gamins des ghettos, tous des criminels en puissance. Ces paroles, trempées de préjugés raciaux, étaient un écho des insultes qui avaient accompagné tant de vies brisées dans les quartiers comme celui de Jalen. Malcolm, en entendant ces mots à travers les murs fins, sentit une rage nouvelle l'envahir, une colère qui le liait à Jalen, à tous ceux que ce système avait étiquetés comme des parias avant même qu'ils puissent en se défendre. Il n'était pas entré dans ce tribunal par hasard. 2 semaines plus tôt, il avait vu Jalen être brutalement arrêté, son téléphone brisé, une arme plantée près de lui, une mise en scène qu'il connaissait trop bien. Son instinct de général l'avait poussé à agir, à s'infiltrer, à devenir l'ombre que personne ne remarque. Un détail attira son attention. Sur le bureau de Rousseau, parmi les dossiers éparpillés, Malcolm aperçut une note manuscrite. « Carter, neutralisé rapidement.
ordre de Hargrove. Ce nom, William Hargrove, fit surgir une mémoire enfouie. Le sénateur Hargrove, un homme influent, était lié à des contrats douteux avec des entreprises de défense, des contrats que Malcolm avait déjà croisés dans ses enquêtes secrètes sur le trafic d'armes. Cette note n'était pas une coïncidence. Elle était la preuve d'un complot plus vaste, un réseau qui utilisait le racisme comme un outil pour écraser quiconque s'approchait de la vérité. Malcolm sentit son cœur s'accélérer, sa colère se mêlant à une clarté froide. Jaylen n'était pas seulement une victime, il était une menace pour des hommes comme Hargrove, qui manipulaient par le système pour protéger leurs crimes. Soudain, un officier subalterne entra, jetant un regard nerveux à Russo avant de murmurer « Chef, une femme demande à voir le clochard. Une vieille folle, elle parle d'un gamin battu. » Malcolm comprit immédiatement qu'il s'agissait d'une alliée potentielle, peut-être une témoin de l'arrestation de Jaylen. Russo, agacé, aboya « Dites-lui de dégager. On n'a pas de temps pour les pleurnichards. » Mais Malcolm, saisissant l'opportunité, lança d'une voix basse mais tranchante « Laissez-la parler. À moins que vous ne vouliez que vos petits secrets soient exposés. » Russo, pris de court, le fusilla du regard, une lueur de peur traversant ses yeux. Il savait que quelque chose clochait, que cet homme, qu'il avait sous-estimé à cause de sa peau et de ses haillons, n'était pas ce qu'il semblait. La rage de Malcolm, canalisée par des années de discipline militaire, était devenue une arme stratégique. Il voyait les failles de Russo, sa nervosité, son besoin de contrôle. Chaque insulte raciste, chaque tentative de le réduire à une caricature, ne faisait que renforcer sa résolution. Détroit, avec ses rues fracturées et ses secrets enfouis, était désormais un champ de bataille. Malcolm savait que Russo, Hargrove et leurs complices ne s'arrêteraient pas là, que les murmures racistes deviendraient des menaces, que le système frapperait plus fort. Mais il était prêt. Sa colère, nourrie par l'injustice faite à Jaylen et par des décennies de préjugés, était une flamme inextinguible. Il combattrait, non seulement pour sa mission, mais pour tous ceux que ce système voulait effacer. Alors que l'interrogatoire humiliant au commissariat de Detroit s'évanouissait dans un silence pesant, Malcolm Ezeokoye, toujours menotté sous son déguisement de sans-abri, sentait la rage qui bouillonnait en lui atteindre un point d'ébullition. Les insultes racistes de l'inspecteur Frank Russo, « Ce clochard noir croit qu'il peut nous défier », et le mépris déversé sur Jaylen Carter, accusé à tort pour sa couleur de peau, résonnaient comme des coups de poignard. Cette colère, forgée dans les épreuves d'une carrière militaire où il avait risqué sa vie pour un pays qui souvent le rejetait, n'était pas seulement une réaction. C'était un feu prêt à consumer le système corrompu qui prospérait sur le racisme et l'injustice. Mais ce n'était pas dans les murs froids du commissariat que Malcolm trouverait la force de frapper. C'était dans les cicatrices de son passé, dans une douleur ancienne qui donnait un sens à sa mission secrète. Assis dans une cellule crasseuse, l'odeur de moisi et les cris des autres détenus emplissant l'air, Malcolm ferma les yeux, son esprit replongeant 15 ans en arrière. Son jeune frère, Kwame, n'avait que 19 ans lorsqu'il fut abattu par des policiers dans une ruelle de Chicago. Kwame, un étudiant prometteur, rentrait d'une bibliothèque, un livre d'histoire sous le bras, quand il fut pris pour un « suspect » à cause de sa peau noire. Le rapport officiel, d'une propreté suspecte, parlait d'une « menace imminente » pour justifier les balles qui avaient déchiré son corps. Malcolm, alors officier en devenir, avait tout tenté. Manifestations, plaintes, demandes d'enquêtes indépendantes. Mais les vidéos de surveillance avaient disparu, les témoins s'étaient rétractés, et les officiers, dans leur rire narquois, avaient en murmuré « Un noir de moins, pas de quoi s'en faire ». Ces mots, trempés de racisme, avaient brisé quelque chose en Malcolm, transformant sa foi en la justice américaine en une rage sourde qu'il avait enfouie pour survivre. Cette nuit-là, dans la cellule, le visage de Jaylen Carter se superposa à celui de Kwame. La même résignation dans ses yeux, la même étiquette de « criminel » collée sur sa peau avant même qu'il puisse parler. Les murmures des gardiens, encore un voyou des quartiers, ils sont tous pareils, étaient un écho des insultes qui avaient accompagné la mort de son frère. Malcolm sentit une fureur viscérale l'envahir, si puissante qu'il serra les poings jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Il avait cru à l'époque que le système pouvait être réformé, que l'Amérique, malgré ses failles, pouvait offrir une justice équitable. Mais la mort de Kwame, balayée sous des rapports falsifiés, lui avait appris une leçon cruelle. Ce système ne protégeait pas les Noirs, il les broyait. Après cette tragédie, Malcolm avait choisi une voie d'ombre,
utilisant son statut de général pour traquer la corruption, se faisant invisible pour mieux frapper. Mais Jelen, menotté dans une cellule voisine, était un miroir de Kwame, un rappel que le racisme systémique continuait de dévorer des vies. Les gros titres, les accusations de menaces urbaines, étaient des armes brandies pour écraser un jeune homme innocent, tout comme il l'avait fait pour son frère. Sa rage, qui le semblait boue, se transforma en une résolution froide. Il était là pour Jelen, pour Kwame, pour tous ceux que ce système voulait effacer. Chaque insulte raciste, chaque regard méprisant des officiers, était une nouvelle blessure, un affront à la mémoire de son frère. Malcolm, les yeux fixés sur le mur écaillé de la cellule, sentit une détermination nouvelle l'envahir. Il n'était pas entré dans ce tribunal par hasard. Il avait vu Jelen être brutalement arrêté, une arme plantée près de lui, une mise en scène orchestrée par des hommes comme Rousseau et leurs supérieurs, tapis dans l'ombre. Un détail inattendu attisa sa colère. En passant devant le bureau de Rousseau, Malcolm avait aperçu un dossier marqué « Carter » et une note. Incident à classer, ordre de Hargrove. Ce nom, William Hargrove, était une étincelle dans sa mémoire. Le sénateur Hargrove, lié à des contrats d'armement douteux, était une figure centrale dans les enquêtes secrètes de Malcolm sur le trafic d'armes. Une voix dans le couloir, un officier subalterne, murmura à un collègue. « Rousseau a des amis puissants. Les Noirs comme Carter ou ce clochard, ils ne font pas le poids. » Ces mots, crachés avec un mépris glacial, firent bouillir le sang de Malcolm. Il comprit que Rousseau n'agissait pas seul. Il était un pion dans une machine plus vaste, protégée par Hargrove, qui utilisait le racisme comme un outil pour maintenir son pouvoir. La cellule, oppressante et glaciale, ne pouvait contenir la tempête qui grandissait en lui. Malcolm savait que chaque minute passée ici était un défi, un pari contre un système prêt à tout pour le réduire au silence. Mais sa rage, nourrie par le souvenir de Kwame et l'injustice faite à Jalen, était une flamme inextinguible. Détroit, avec ses rues fracturées et ses secrets enfouis, était devenu un champ de bataille. Malcolm, avec sa discipline de général, était prêt à affronter Rousseau, Hargrove, et tous ceux qui se dresseraient sur son chemin, jusqu'à ce que la vérité éclate, même si cela signifiait risquer tout ce qu'il avait. Alors que la cellule sombre du commissariat de Detroit semblait vouloir engloutir Malcolm Eze Okoye, la rage qui bouillonnait en lui, attisée par le souvenir de son frère Kwame et l'injustice infligée à Jalen Carter, brûlait avec une intensité dévorante, prête à réduire en cendres les mensonges d'un système gangréné par le racisme et la corruption. Les insultes racistes de l'inspecteur Frank Rousseau, les menottes qui avaient marqué ses poignets et les murmures méprisants des officiers, encore un noir qui se croit au-dessus des lois, résonnaient comme des détonations dans son esprit. Malcolm, général de l'armée américaine déguisé en sans-abri, n'était pas homme à se laisser briser par l'humiliation. Sa colère, forgée dans les épreuves d'une vie où il avait dû prouver sa valeur face aux préjugés, était une arme aiguisée, et il était déterminé à l'utiliser pour démasquer les puissants qui prospéraient dans l'ombre. Ce n'était pas dans l'obscurité d'une cellule qu'il trouverait des réponses, mais dans les fissures d'un système qu'il allait faire voler en éclats. Dans une pièce exiguë d'un motel miteux à la périphérie de Detroit, Malcolm s'assit sous une lampe vacillante, un dossier clandestinement obtenu étalé devant lui. Les documents sur l'arrestation de Jalen révélèrent des anomalies criantes. Un rapport d'incident avec des horodatages contradictoires, une arme soi-disant trouvée près de Jalen, mais absente des premières photos de la scène. Ces incohérences n'étaient pas des erreurs. Elles étaient les traces d'une machination. Poussé par une fureur qui lui nouait la gorge, Malcolm plongea dans les archives numériques qu'il avait piratées, ses doigts tapant avec une précision militaire sur un ordinateur volé. Il chercha des informations sur Rousseau, l'officier arrogant qu'il avait raillé, et sur William Hargrove, le sénateur dont le nom apparaissait dans une note inquiétante. Les résultats étaient accablants. Rousseau avait un passé de plaintes pour brutalité contre des Noirs, toutes étouffées par des supérieurs. Hargrove, quant à lui, était lié à des contrats d'armement douteux, des flux financiers passant par des sociétés écrans et des fondations fictives. Un détail fit bondir son cœur. Une note interne mentionnait une Task Force Omega, TFO, une unité secrète absente des registres officiels, mais citée dans l'arrestation de Jalen. Neutralisation rapide, ordre de Hargrove. Malcolm sentit une vague de colère l'envahir, si intense qu'il brisa un crayon en deux, le bois craquant comme un os.
La TFO n'était pas une simple brigade, c'était un outil de répression, conçu pour effacer les traces des abus racistes et protéger des hommes comme Russo et Hargrove. Chaque ligne qu'il lisait était une insulte à la mémoire de Kwame, à la dignité de Jalen, à tous ceux que ce système avait réduits à des ombres. Il se rappela les mots d'un ancien camarade de l'armée. En Amérique, la justice plie devant le pouvoir, surtout quand il s'agit des Noirs. Ces mots, autrefois un murmure désabusé, étaient maintenant un défi qu'il relevait avec une fureur implacable. Poussé par cette rage, Malcolm prit un risque audacieux. Sous un ciel d'encre, il se rendit à un entrepôt abandonné où un ancien informateur, un ex-agent des affaires internes nommé Darius Kane, avait accepté de le rencontrer. L'endroit puait le métal rouillé et l'huile rance. Darius, nerveux, scrutait les ombres. « Tu joues avec le feu, Okoye », murmura-t-il, glissant une enveloppe scellée vers Malcolm. « C'est tout ce que j'ai sur la TFO. Ils ciblent les jeunes des quartiers pour couvrir leur trafic. À l'intérieur, des rapports expurgés, des transferts bancaires liant Hargrove à des entrepreneurs d'armement et une plainte contre Russo pour avoir planté une arme sur un adolescent noir, plainte disparue des archives. Malcolm sentit son sang bouillir. Chaque document était une preuve, un fil reliant Russo à un réseau plus vaste qui utilisait le racisme comme une arme. Le document le plus troublant était un mémo interne, marqué d'une écriture rouge. TFO, Opération Zone 8, élimination des témoins. Superviseur, W. Hargrove. Malcolm sentit son souffle se couper. La TFO n'était pas seulement une unité de répression. Elle orchestrait des assassinats déguisés en accidents pour protéger les trafics d'armes. Chaque mot qu'il lisait était une nouvelle blessure, un rappel des insultes racistes qui avaient accompagné la mort de Kwame, des vies effacées comme si elles n'avaient jamais compté. Il comprit que Jalen n'était qu'un pion, un obstacle à éliminer pour préserver un empire corrompu. Alors qu'il quittait l'entrepôt, une voiture sombre passa lentement, ses phares balayant l'obscurité. Malcolm sentit un frisson glacé, mais sa colère était plus forte que la peur. Il serra l'enveloppe contre sa poitrine comme un bouclier. Ce n'était plus seulement une affaire d'arrestation injuste, c'était une guerre contre un système qui prospérait sur le racisme et la corruption. Détroit, avec ses ruelles désolées et ses secrets enfouis, était devenue un champ de bataille. Malcolm savait que chaque pas le rapprochait d'une vérité explosive, mais aussi d'un danger mortel. Sa fureur, nourrie par la mémoire de Kwame et l'injustice faite à Jalen, était une flamme inextinguible. Il était prêt à risquer tout pour arracher les masques de Russo, Hargrove et leur machine infernale, même si cela signifiait affronter seul un système déterminé à l'engloutir. Alors que Malcolm S. Okoye et Darius Kane s'échappèrent par les ruelles étroites de Corktown, le grondement menaçant de la voiture noire sans plaque résonnait encore dans l'obscurité, un écho des forces invisibles déterminées à écraser la vérité qu'ils portaient. La clé USB, cachée dans la doublure du manteau déchiré de Malcolm, était une bombe à retardement, un fragment de justice pour Jalen Carter et son frère Kwame, mais aussi une cible qui mettait leur vie en péril. La rage qui brûlait en Malcolm, attisée par les révélations sur la Task Force Omega, TFO, les insultes racistes de Frank Russo et les connexions troubles avec William Hargrove, était devenue une force incontrôlable, une tempête prête à déchirer le voile d'un système corrompu. Mais ce n'était pas dans la fuite qu'il gagnerait cette guerre, c'était dans l'affrontement, là où les ombres du pouvoir seraient forcées de s'exposer sous la lumière crue de la vérité. Dans un appartement exigu du quartier de Mexican Town, Malcolm s'assit, le souffle court, les documents de la TFO étalés sur une table bancale. La clé USB, désormais connectée à un vieil ordinateur portable, diffusait l'enregistrement accablant de Russo, chaque mot. Ces noirs sont des obstacles à éliminer, comme une lame plantée dans sa poitrine. Sa colère, aiguisée par des années de silence face au racisme institutionnel, était devenue une arme dévastatrice. Il savait que chaque seconde passée à fouiller dans ses secrets attirait l'attention des puissants. Russo, Hargrove et leurs complices tapis dans l'ombre. Son téléphone vibra, un message anonyme. « Arrête, ou ta nièce paiera ». Une photo jointe montrait sa nièce, Alia, jouant dans un parc, ignorante des regards qui l'épiaient. La fureur de Malcolm explosa, si intense qu'il frappa le mur, le plâtre s'effritant sous ses phalanges. Ils osaient menacer sa famille, utiliser sa douleur pour le faire plier, le réduire à un clochard noir qu'il croyait pouvoir écraser. Les médias, complices du système,
avaient déjà entamé leur campagne de diffamation. Les journaux de Détroit titraient Malcolm S. Okoye, un vagabond noir, sème le trouble par vengeance. Les articles le dépeignaient comme un homme instable, un Africain perturbateur, motivé par des délires paranoïaques. Son origine nigériane brandie comme une preuve de sa menace. Les commentaires en ligne débordèrent d'insultes racistes. Retourne dans ton pays. Les Noirs comme lui sont le problème. Chaque mot était une nouvelle blessure, un rappel de l'Amérique qui refusait de voir les Noirs comme des égaux. Malcolm sentit son cœur se serrer, mais sa rage l'emporta. Il ne plierait pas face à ces calomnies, face à un système qui utilisait le racisme comme une arme pour le discréditer. Puis, un événement inattendu fit monter la tension d'un cran. En explorant les fichiers de la clé USB, Malcolm découvrit un courriel crypté, envoyé par Aisha Brooks, la taupe de la TFO mentionnée par Darius. Le message, rédigé à la hâte, contenait une liste de transferts financiers liant Hargrove à des ventes d'armes illégales, avec des notes sur des arrestations ciblées de jeunes noirs pour détourner l'attention. Une note manuscrite, griffonnée dans un coin, indiquait « Réunion TFO, Hôtel Renaissance, 2 heures du matin, Okoye surveillé ». Malcolm sentit son sang bouillir. Il ne se contentait pas de le suivre. Il planifiait son élimination, physique ou sociale. Poussé par cette découverte, il contacta Darius, qui répondit d'une voix brisée « Ils savent pour l'enregistrement. Ils ont piraté mon téléphone. Ils ont envoyé une lettre à mon frère, l'accusant de complicité. » Darius, terrifié, ajouta « Ils veulent vous briser, Malcolm. Ils vont tout détruire. » Mais Malcolm, la voix vibrante de fureur, répondit « Ils ont déjà brisé mon frère. Ils ne me prendront pas ma vérité. » Cette nuit-là, un incident dramatique amplifia le danger. Alors que Malcolm traversait une rue déserte pour rejoindre un point de rendez-vous avec un contact anonyme, une camionnette noire surgit, freinant brutalement à quelques mètres. 3 hommes masqués en sortirent, l'un brandissant une arme, un autre murmurant « Lâche l'affaire ou ta nièce ne verra pas demain. » Malcolm, figé un instant, sentit une rage volcanique l'envahir. Il hurla « Vous pensez qu'une arme m'arrêtera? Vous ne savez pas à qui vous parlez. » Sa voix, portée par des années de discipline militaire, fit hésiter les hommes, qui reculèrent avant de s'enfuir. Tremblant mais inflexible, Malcolm comprit que la TFO ne reculait devant rien, ni menace, ni violence, ni campagne de diffamation raciste pour protéger ses secrets. Il retourna à son appartement, barricadant la porte, son esprit bouillonnant. Les insultes des médias, les menaces contre sa famille, les murmures racistes du commissariat, tout cela n'était qu'une tentative de le réduire au silence, de le reléguer à l'invisibilité, comme Kwame, comme Jalen. Mais chaque attaque renforçait sa détermination. Il n'était plus seulement un homme en colère, il était une tempête, une force prête à déchirer le voile de mensonges qui protégeait Russo, Hargrove et leurs machines racistes. Détroit, avec ses usines désolées et ses silences complices, était devenu un champ de bataille. Malcolm savait que chaque pas le rapprochait d'un affrontement final, mais aussi d'un danger mortel. Sa fureur, nourrie par les injustices passées et présentes, était une flamme inextinguible. Il continuerait, pour Kwame, pour Jalen, pour Aisha, jusqu'à ce que la vérité éclate, même si le système entier se dressait contre lui, prêt à l'engloutir. Alors que l'aube perçait timidement les cieux gris de Détroit, Malcolm S. Okoye traversait les rues désertes, son cœur battant au rythme d'une colère inextinguible, forgée par l'épreuve de la nuit précédente et les menaces contre sa nièce Alia. La clé USB, dissimulée dans son manteau déchiré, portait la vérité explosive sur la Task Force Omega, TFO, un réseau raciste et corrompu orchestré par Frank Russo et William Hargrove, qui avait broyé des vies comme celle de Jalen Carter et de son frère Kwame. Chaque insulte raciste, ce clochard noir n'a rien à faire ici, et chaque article diffamatoire le dépeignant comme un vagabond africain, n'avait fait qu'attiser sa fureur, une tempête prête à renverser un système qui prospérait sur l'injustice. Mais ce n'était pas dans les ruelles sombres qu'il triompherait. C'était dans l'arène du tribunal, où sa vérité, comme une lame, allait trancher les mensonges des puissants. Le jour de l'audience décisive, le tribunal de Détroit vibrait d'une tension palpable. Les murmures racistes des officiers, un noir qui défie la loi, quelle audace, flottant dans l'air comme un poison. Malcolm, sous son apparence de sans-abri, se tenait derrière la table de la défense, son regard perçant défiant le mépris ambiant.
Daniel Hayes, l'avocat de Jelen, luttait contre un déluge d'accusations fabriquées. Le procureur brandissant des images manipulées de Malcolm fuyant le bar de Corktown pour le faire passer pour un criminel. Rousseau, adossé au mur, arborait un sourire narquois, convaincu que le système le protégerait. Hargrove, depuis la galerie, observait avec un calme glacial, ses doigts tapotant son téléphone. Malcolm sentit une rage volcanique l'envahir, si intense qu'il serra les poings jusqu'à ce que ses jointures craquent. Ils pensaient en ne pouvoir enterrer Jalen, comme ils avaient enterré Kwame. Mais ils ignoraient qu'ils faisaient face à un général prêt à tout sacrifier. Soudain, les portes du tribunal s'ouvrirent avec fracas, faisant sursauter l'assemblée. Darius Kane, échevelé, les yeux rougis par la peur, mais porté par une détermination nouvelle, entra, une clé USB brandie comme un étendard. « J'ai des preuves !» cria-t-il, sa voix brisant le silence oppressant. « Des preuves authentiques que vous ne pourrez pas effacer. » Les murmures cessèrent, remplacés par un silence électrique. Malcolm, immobile, sentit son cœur s'accélérer, sa colère se mêlant d'une lueur d'espoir. Darius inséra la clé dans l'ordinateur du tribunal et l'écran s'alluma, diffusant un enregistrement d'une clarté glaçante. La voix de Rousseau, lourde de mépris, ordonnait « Faites disparaître Carter, comme le frère Okoye. Ces Noirs sont des parasites. » Puis celle d'un cadre de Hargrove. « Neutralisez Okoye, qu'il passe pour un fou. » Une troisième voix, celle d'Aisha Brooks, la taupe de la TFO, ajouta « J'ai vu la TFO planter des armes sur des gosses noirs pour couvrir leur trafic. » La salle explosa en un chaos de cris et de flashs d'appareils photo. Rousseau blêmit, son arrogance s'effondrant comme un château de cartes. Hargrove, pour la première fois, perdit son masque de sérénité, ses mains tremblant alors qu'il tentait de quitter la salle. Malcolm, immobile, planta ses yeux dans les siens, un regard si brûlant de défi qu'il semblait le transpercer. « Vous pensiez pouvoir nous effacer, » murmura-t-il, sa voix basse mais vibrante de colère. « Cette fois, le monde vous voit. » Le juge, Margaret Ellison, frappa son marteau, exigeant l'ordre, mais c'était trop tard. La vérité avait fissuré l'édifice du système. Les reporters se pressaient, les caméras tournaient, et Rousseau fut escorté hors de la salle, sous le regard accusateur de l'Assemblée. Un détail inattendu amplifia le drame. Alors que l'enregistrement se terminait, une vidéo pirate, transmise par Aisha Brooks, apparut sur l'écran, montrant Rousseau recevant une mallette d'un homme de Hargrove dans un entrepôt désaffecté, avec des caisses d'armes en arrière-plan. Cette révélation, diffusée en direct sur les réseaux sociaux, fit basculer la salle dans une frénésie, les murmures racistes se muant en chuchotements de panique parmi les complices. Malcolm, au milieu du tumulte, sentit sa rage se mêler d'une étrange clarté. Il n'était plus seul. Aisha, Darius et les voix anonymes qui commençaient à émerger étaient la preuve que même les systèmes les plus oppressifs pouvaient se fissurer sous le poids de la vérité. Alors que la salle se vidait, Jalen, libéré de sa cellule pour l'audience, s'approcha de Malcolm, les yeux brillants de larmes contenues. Il murmura un simple « merci », un mot qui portait le poids de sa délivrance. Malcolm hocha la tête, sa colère toujours là, mais canalisée désormais vers un but plus grand. Détroit, avec ses usines rouillées et ses secrets exposés, n'était plus seulement un champ de bataille, c'était le début d'une révolution. Malcolm savait que Rousseau et Hargrove n'étaient que les premiers à tomber. Sa fureur, nourrie par des années d'injustice raciale, était une flamme qui ne s'éteindrait pas. Il continuerait pour Kwame, pour Jalen, pour Aisha, pour tous ceux que le système avait voulu effacer, jusqu'à ce que la justice devienne inéluctable, même si chaque pas le rapprochait d'un danger plus grand. Alors que le tumulte du tribunal de Détroit s'évanouissait dans un crépuscule lourd, laissant derrière lui l'écho des révélations qui avaient fait chuter Frank Rousseau et William Hargrove, Malcolm Eze Okoye traversait les rues fracturées de la ville, son cœur battant au rythme d'une rage inextinguible. L'enregistrement accablant de Darius Kane, la vidéo pirate d'Aisha Brooks et la libération de Jalen Carter avaient fissuré les fondations d'un système raciste et corrompu, mais pour Malcolm, cette victoire n'était pas une fin. C'était un cri de guerre, un serment de ne jamais laisser le silence reprendre ses droits. Sa colère, forgée par la mémoire de son frère Kwame et les injustices infligées à d'innombrables vies noires, s'était transformée en une mission, non pas se venger, mais bâtir un avenir où la justice ne serait plus un luxe réservé aux puissants. Ce n'était pas dans les applaudissements éphémères du tribunal qu'il trouverait sa rédemption,
mais dans les quartiers opprimés de Détroit, où les voix des marginalisés attendèrent d'être amplifiées. Dans une salle communautaire du quartier de Brightmoor, Malcolm se tenait face à une foule d'adolescents et de familles, majoritairement noirs, leurs regards mêlant défiance, douleur et espoir. Les murs, ornés d'affiches de figures comme Frederick Douglass et Harriet Tubman, portaient aussi une photo de Kwame, son sourire figé à 19 ans, à côté d'un extrait du dossier révisé de son affaire, désormais marqué « Homicide injustifié, enquête fédérale en cours ». Malcolm, vibrant d'une fureur contenue, parla avec une intensité qui fit taire les chuchotements. « Ils veulent vous convaincre que votre peau vous condamne, que vous êtes né pour être écrasé, » lança-t-il, sa voix tremblante de colère. « Mais chaque vérité que vous portez, chaque droit que vous revendiquez, est une arme contre ceux qui vous méprisent pour votre couleur. » Les jeunes, d'abord agités, se figèrent, captivés par cet homme qui transformait sa douleur en pouvoir, un général déguisé en sans-abri qui avait défié un système pour leur montrer qu'ils pouvaient, eux aussi, se lever. Un moment inattendu intensifia l'émotion. Une adolescente, Keisha, âgée de 15 ans, se leva, les poings serrés, les larmes roulant sur ses joues. « Mon frère a été tué par des flics il y a 2 ans, juste parce qu'il était noir. Ils ont dit qu'il était armé, mais il n'avait qu'un téléphone. Je veux me battre comme vous, pour qu'aucun autre gamin ne vive ça. » Ces mots, chargés de la même douleur que Malcolm avait portée depuis la mort de Kwame, ravivèrent sa rage contre un système qui continuait à dévorer des vies sous prétexte de leur couleur. Il répondit, la voix brisée mais ferme, « Alors batte-toi, Keisha, pour ton frère, pour toi, pour nous tous. » Ce serment, scellé dans un silence chargé, transforma la salle en un sanctuaire de résistance, un lieu où la colère devenait un moteur d'espoir. Malcolm sentit sa fureur se canaliser, non plus dans la destruction, mais dans la création d'un mouvement qui redonnerait dignité et pouvoir à ceux que le système voulait effacer. Cette rage trouva un écho dans une initiative audacieuse. Malcolm annonça la création d'un centre de formation à Brightmoor, transformant un entrepôt abandonné en un espace où les jeunes noirs et les Cubains apprendraient des métiers, des droits civiques et des stratégies pour défier l'injustice raciale. Une lettre inattendue, reçue ce matin-là, attisa sa détermination. Aisha Brooks, la taupe de la TFO, y révélait qu'elle avait survécu à une tentative d'assassinat et se préparait à témoigner devant un grand jury fédéral, bravant les menaces pour amplifier le combat de Malcolm. Ce courage, un défi lancé aux ombres du pouvoir, rappela à Malcolm que sa lutte inspirait d'autres à transformer leur peur en révolte, à briser les chaînes du silence imposées par un système oppressif. Mais le combat était loin d'être terminé. Les médias, contraints d'admettre la chute de Russo et Hargrove, continuaient de distiller des récits racistes, dépeignant Malcolm comme un agitateur noir dangereux et Jaylen comme un délinquant gracié par chance. Les commentaires en ligne, pleins de haine, « Les Noirs veulent juste détruire l'Amérique » étaient un rappel brutal que le racisme, même ébranlé, s'accrochait comme une maladie. Malcolm sentit une nouvelle vague de fureur l'envahir, une indignation si intense qu'il serra les poings jusqu'à ce que ses ongles laissent des marques dans sa paume. Ces attaques n'étaient matées pas seulement contre lui. Elles visaient tous ceux qui osèrent défier l'ordre établi, tous ceux qui refusèrent de plier face à un système qui les voulait invisibles. Un incident dramatique ajouta une tension nouvelle. Alors que Malcolm quittait le centre communautaire, une camionnette banalisée s'arrêta à quelques mètres. Un homme en costume, le visage masqué par l'obscurité, descendit et murmura « Vous avez gagné une manche, Okoye, mais les prochains ne seront pas si faciles. » Avant que Malcolm ne puisse répondre, l'homme lança une enveloppe à ses pieds, contenant une photo de Keisha marchant dans la rue, marquée d'une croix rouge. Malcolm sentit son sang bouillir, sa rage atteignant un sommet vertigineux. Cette menace, loin de l'intimider, renforça sa détermination. Il n'était pas seul. Jaylen, Darius, Aisha, Keisha et les jeunes de Brightmoor formaient une légion silencieuse, prête à porter le flambeau de la justice. Détroit, avec ses usines désolées et ses cicatrices, n'était plus seulement un champ de bataille. C'était le berceau d'une révolution. Malcolm savait que Russo et Hargrove n'étaient là que les premiers à tomber. Sa fureur, nourrie par des décennies d'injustice raciale, était une flamme qui éclairait un chemin nouveau. Pour Kwame, pour Jaylen, pour Keisha, pour Aisha, il continuerait, transformant chaque cri de révolte en un espoir de justice. Chaque menace, chaque tentative de le réduire au silence, était un rappel que le système, bien que fissuré, riposterait avec férocité. Mais Malcolm,
avec sa discipline de général et sa colère inextinguible, était prêt à affronter l'orage jusqu'à ce que la vérité devienne une force que même les plus puissants ne pourraient non plus nier. L'histoire de Malcolm Eze Okoye, un général de l'armée américaine déguisé en sans-abri pour démasquer la corruption à Détroit, est une leçon puissante sur la justice, la résilience et la lutte contre le racisme systémique. À travers son combat pour innocenter Jalen Carter, victime d'un complot raciste orchestré par des puissants comme Frank Rousseau et William R. Grove, Malcolm incarne le courage de défier un système oppressif, même au prix de sa propre sécurité. Sa rage, nourrie par la perte de son frère Kwame, tué injustement par la police, n'est pas une simple colère. C'est une force transformatrice qui brise le silence imposé aux communautés noires. Le premier enseignement est la persévérance face à l'injustice. Malgré les insultes racistes, clochards noirs, menaces africaines et les menaces contre sa famille, Malcolm refuse de plier. Sa discipline militaire, alliée à une indignation morale, lui permet de transformer sa douleur en action stratégique, prouvant que la vérité, même enfouie, peut renverser les puissants. Deuxièmement, l'histoire souligne l'importance des alliances. Darius Kane, Aisha Brooks et les jeunes comme Keisha, inspirés par Malcolm, montrent que la justice n'est pas l'œuvre d'un seul héros, mais d'une communauté unie contre l'oppression. Enfin, le récit enseigne que le changement systémique exige un combat continu. La création du centre de formation à Brightmoor, où Malcolm forme des jeunes noirs à leurs droits, symbolise une victoire durable, mais les menaces persistantes rappellent que le racisme ne s'efface pas facilement. Cette histoire nous interpelle. Face à l'injustice, nous devons transformer notre colère en action, refuser le silence et bâtir des ponts pour un avenir équitable. Malcolm Eze Okoye n'est pas seulement un général. Il est un symbole de résistance, nous défiant de ne jamais baisser les bras.